normalement, le rôle est assez facile, puisque le but, au bout de 3 heures, c'est de vous convaincre que vous êtes plus intelligent que ce que vous pensez. Donc, normalement, si vous sortez et vous dites que je n'ai pas été convaincu, moi j'aurais fait ce que je pouvais, hein, d'accord. Globalement donc, dans l'espace judiciaire, on a des problèmes spécifiques qui sont complètement judiciaires sans nécessité d'existence de la part de l'expertise. Donc on pourrait dire qu'il y a suffisamment de compétences au sein de l'appareil de justice pour ne pas avoir une intervention extérieure. Et puis on a des affaires plus compliquées où, malgré l'intelligence de la justice, je veux dire l'intelligence canonique, eh bien, c'est difficile d'être au même niveau dans un autre domaine. Alors, un point de vue facile pour que ce soit accessible à tout le monde et aux amis, c'est très simple. Quand vous parlez en fait à un étranger qui ne parle pas bien votre langue, eh bien, vous pensez qu'il est plus bête. C'est très difficile d'être convaincu qu'il est plus intelligent vu comme il parle. Après, quand on vous explique que c'est Einstein, vous dites, ça se voit. Donc vous avez quand même raison, effectivement. Donc ça peut être lui, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire que quand on est hors contexte, il est difficile d'être au même niveau. Et c'est pour ça que d'ailleurs Einstein disait que en dehors du domaine de compétences, on a l'intelligence de quelqu'un de 18 ans. Donc pour ceux qui ont moins de 18 ans, c'est très bien. Voilà. Il y a des jeunes, Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que quelqu'un demande à quelqu'un de faire ce qu'il aurait pu faire seul, il faut qu'il soit assez intelligent pour demander à quelqu'un plus intelligent. Ça a l'air bête, comme ça. Mais il faut vous rendre compte que quelqu'un qui est vraiment bête ne demande jamais rien à personne, puisqu'il sait tout faire. Donc c'est ce niveau de compétence, ça prouve, moi je ne ferai pas de comparaison dans les appareils judiciaires dans l'espace européen, parce qu'on n'est pas toujours là en tant qu'expert, donc ça veut dire qu'il y a certains appareils judiciaires qui considèrent qu'ils sont absolument compétents. Et donc c'est problématique. Alors maintenant, de notre point de vue, donc je parle du point de vue des experts. Je parle de l'expert normal. Alors l'expert normal, c'est quelqu'un qui est très compétent et qu'on sous-estime sa compétence parce qu'en fait, on n'est pas assez compétent pour la juger. Vous voyez ? Par exemple, donc je vais prendre des domaines où c'est sûr qu'il n'y a personne. Comme ça, vous ne ferez pas des allusions. Donc imaginez que vous preniez par exemple Van Gogh comme expert en peinture. Comme il n'a vendu aucun tableau, enfin de son vivant, en fait il en a vendu 2, mais bon c'était vraiment pas cher. Alors, eh bien on ne peut pas avoir la même opinion sur lui. Alors qu'évidemment quand vous savez comment ça a été vendu après coup, ben vous vous dites, voilà, c'est un très bon expert mais mort. Donc c'est pour vous dire que pour vous tous, il y a quand même de l'espoir si quelqu'un considère que vous n'êtes pas au niveau post-mortel, c'est jouable. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que quelqu'un estime quelque chose de bien, il faut qu'il ait certaines compétences. Donc, par exemple, si je vous dis que ça, c'est une œuvre de Picasso, ce n'est pas le cas. Ça ne va pas vous convaincre énormément, sauf si ça ressemblait. Maintenant, si je vous dis que de ce tableau, chaque centimètre carré vaut 200 €. Pareil, ça ne vous convainc pas. Par contre, ceux qui savent multiplier la taille du tableau avec le 200 se disent c'est pas un Picasso. Il y en a qui ont besoin de ça. Alors c'est pareil, donc c'est toujours le même problème, c'est quand on rentre dans le domaine de l'expertise, c'est la fameuse anecdote recherche ingénieur de haut niveau, jeune, avec 10 ans d'expérience. Eh bien, c'est pareil, donc pour l'expertise, quand vous rentrez, on vous dit, ça serait bien de démontrer votre domaine de compétence. Alors, vous l'avez démontré avec vos pairs ailleurs,
Et puis après, il faut le démontrer à quelqu'un qui est parfaitement incompétent, qui n'est pas du domaine. Alors lui, il va se baser sur les autres compétents qui vont dire que vous êtes compétent. Donc il faut avoir un bon réseau de gens compétents qui vont prouver que vous êtes compétent. Alors si vous pensez que c'est difficile, je vais vous donner un exemple. Ça se passe dans un autre pays, donc vous ne risquez pas. C'était pour des médecins. Alors il y avait un médecin dans un hôpital très célèbre qui devait payer les chauffeurs de taxi du coin. Et tous dans le taxi parlaient de lui. Donc les gens normaux disaient quand même, si même le chauffeur de taxi parle de lui, c'est que vraiment il est célèbre. Et ils allaient voir la personne célèbre, jusqu'à ce que la justice évidemment le prenne. Et on découvre un réseau d'une quarantaine de chauffeurs de taxi qui disaient que il était très bon. Alors évidemment, on rigole parce que on connaît la fin. Si je vous posais la question, comment vous allez voir votre médecin, sur quels critères vous avez décidé que c'était lui le bon? Alors on a le critère traditionnel, c'est le médecin de famille. Donc puisqu'il a été bon il y a 30 ans, il peut être bon dans 50. Et il y a le critère, quelqu'un m'a dit qu'il était bon. Bon, maintenant, est-ce que vous vous demandez si la personne est compétente pour juger si elle est bonne l'autre? C'est encore compliqué. Vous voyez, en fait, c'est ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart d'entre nous, on est toujours dans ce moment de difficulté pour convaincre les autres. C'est d'un côté, on sait qu'on est compétent, officiellement. De l'autre côté, il faut prouver officiellement qu'on est compétent officiellement. Et une fois que c'est fait, eh bien, il y a quand même des gens qui nous demandent est-ce que vous êtes vraiment compétent? Donc c'est pareil, je pense que tout le monde a eu cette zone, cette buffer zone. On vous parle, on vous convoque, et puis au bout d'un moment, on vous dit vous êtes expert. C'est très drôle parce qu'en fait, ils vous ont trouvé le téléphone sur la liste des experts. Donc c'est là qu'on devrait leur dire non, non, je me suis incrusté, personne ne l'a remarqué, je suis sur la liste officielle, mais bon, vous êtes la première personne qui me dit que je ne le suis pas. Vous imaginez, par exemple, le juge. Les juges, de toute façon, c'est connu, ont un humour très particulier, qui ne s'exprime qu'au sein du tribunal. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un humour napoléonien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Au fur et à mesure des années, au bout d'un moment, on vous dit, au bout de 5 ans, que vous devez reconfirmer que vous êtes expert. Donc, moi, je trouve ça assez drôle parce que je vois quand même des gens, des collègues, qui angoissent. Voilà. Peut-être leur arrêter leur boulot, ils sont plus experts. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, pour être expert, il faut suivre 6 conférences à l'année pour garder son expertitude. Et après, c'est bon. Alors, ce qui fait que vous avez ce paradoxe, c'est comme un peu les périodes préélectorales. Juste avant votre renouvellement, vous allez à plus de conférences. Et évidemment, juste après, voilà, je vois qu'il y en a qui utilisent ces techniques, c'est très bon, hein, ça marche. Hein, de toute façon, ça marche depuis des décennies. Ça marche. Alors, tout ça pour dire que finalement, c'est très difficile de vous féliciter. Vous voyez? Je m'explique. Vous résolvez une affaire grâce à votre expertise, tout se base sur vous. À la fin, l'affaire est close. Je vais prendre une affaire sympa, donc la personne est innocente, donc vous l'avez innocentée. Et qui va venir vous dire c'est grâce à vous? C'est très simple, personne. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est normal. Alors c'est ce que j'appelle l'échelle négative. L'échelle négative, c'est très fréquent dans le domaine de l'expertise, c'est que si tout va bien, vous prenez la note 0. Voilà. Et si c'est mal, c'est négatif. Donc quand vous êtes au sommet, c'est 0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous n'étiez pas là. Parce que quoi? Parce que finalement, vous avez remplacé par votre expertise les compétences de l'appareil judiciaire, et comme tout s'est bien passé, l'appareil judiciaire est content et donc oublie votre présence. Vous voyez? Si on le prend comme ça a l'air quand même très négatif. Évidemment, dès qu'il y a un problème, c'est la faute de l'expert.
on va faire une contre-expertise. On ne fait quand même jamais une contre-expertise judiciaire, on fait une contre-expertise d'expert. Donc finalement, l'expert, il est toujours sur la sellette, juste à côté de l'accusé, sans être accusé, mais il est souvent condamné parce qu'on l'a dit, il n'a pas bien expliqué, il ne sait pas bien dire ce qu'il faut, etc. Vous voyez ce genre de choses. Alors, je commence par l'aspect négatif pour vous rendre un peu plus positif à la fin. C'est que à la fin, on a des experts, moi je vois dans les plus anciens, qui disent deux choses. Soit je ne m'occupe plus de ce que disent les autres, parce que moi je sais que je suis compétent, je vise personne qui a une chemise rouge, et soit je me dis quand même, après tant d'années, même pas un remerciement. Alors vous ne vous inquiétez pas, si vous voulez juste un remerciement, à la fin c'est possible, c'est quand vous partez. Il y a toujours des remerciements quand on part. Alors, revenons donc maintenant d'un autre point de vue, expert. D'abord, si vous mettiez tous ensemble votre intelligence de façon holistique, à travailler sur un projet, on serait à peu près l'équivalent de Houston. Oui, même les architectes, ils ne savent pas encore s'ils ont main droite, main gauche, œil, master eye, droite, gauche. Je dis pour ceux qui ne sont pas au courant et ceux qui sont barbus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que récemment, vous savez que les États-Unis ont proposé qu'il y aura des astronautes sur Mars. Vous l'avez entendu. Donc certains d'entre vous certainement pensent que ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas. Quand ils avaient annoncé ça pour la Lune, la même chose, et même il y en a qui pensent qu'ils ne sont même pas encore allés. On a quand même aussi cette richesse de diversité intellectuelle. Alors que c'est visible, hein, c'est visible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on propose des choses qui semblent totalement inaccessibles, ça paraît inconcevable pour l'autre. Et le pire, c'est que finalement, c'est que le domaine de l'expertise, c'est ce qui est concevable de l'inconcevable de la pratique judiciaire. Je parlais maintenant de la compression d'informations, c'est-à-dire que vous avez une expertise qui fait 100 pages, et on vous dit, est-ce que vous pouvez être plus clair en une page? Et si possible, qu'elle soit posée dessus. D'accord? Alors, vous vous dites, si je l'ai fait en 100 pages, vous êtes vraiment super expert, super fort pour faire en une page, mais bon, vous faites en une page, et après on vous dit, oui, mais tout n'est pas contenu. Et oui, évidemment, puisqu'il y a 100 pages après. Donc, cet effort de compression, pour vous rendre compte de la difficulté, vous vous rappelez par exemple quand vous passez le bac en français, on vous prend un super auteur et on vous dit faites un résumé en 180 mots, plus ou moins 10%. Donc c'est que vous êtes plus fort que lui, quoi. Et en plus vous le passez le bac. Donc c'est certifié, vous étiez plus fort. Alors évidemment, quand c'est deux auteurs comme Alexandre Dumas ou Marcel Proust, c'est facile de résumer, parce qu'ils se sont quand même pas mal étendus. Hein. Alors quand c'est des auteurs très compacts, on se demande ce qu'il faut. Alors tout ça pour vous faire une introduction, pour vous dire que ce qu'on demande de la part de la justice à l'expert de justice, c'est l'adaptabilité. Au départ, ça n'a pas l'air d'être évident, parce que si on vous disait, par exemple, quel est votre domaine de compétence, le premier? Alors, si vous aviez, comment dire, le style de ma marraine, vous diriez, c'est d'être adaptable à tout le monde. Et donc, ça dépend évidemment de tout le monde. L'autre va comprendre ça de façon positive ou négative. Parce que imaginez que vous ne soyez pas adaptable, et que vous n'ayez pas cette adaptabilité, mais que vous soyez compétent dans votre domaine. C'est très facile, vous aurez une expertise. Ça sera votre finale. Et c'est tout. Alors, l'adaptabilité provient au départ, du point de vue cérébral, d'un autre phénomène, la plasticité. Alors, on est adaptable dans un cadre social, on est adaptable dans un cadre professionnel, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est est-ce qu'on est assez souple sur le point mental. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, pour ceux qui sont anxieux,
je vais vous donner des exercices, mais sans vous les donner. D'accord? Donc vous les faites à distance. Je ne sais pas le résultat. Et puis vous faites un petit sourire en disant « je l'ai trouvé », sans rien dire. Et moi je suis content, vous êtes content, et après vous rentrez chez vous. Alors, je vous donne un exemple concret. Alors c'est un jeu, ça s'appelle le Lambda Puzzle. Alors c'est très simple, les puzzles, vous savez, souvent on considère qu'il faut en avoir beaucoup. Alors là c'est pareil, vous avez cet élément-là. Hein. Je fais confiance aux architectes, ils s'en rappellent, les autres décriront. Et il est 4 fois. Bon, les ingénieurs aussi. D'accord? Parce que c'est en bois, c'est jouable. Alors, et là vous avez un autre cadre. Donc vous avez ce cadre-là. Hein, rigide. Puis il a deux côtés. Un côté simple et un côté moins simple. Je vais dire ça comme ça, parce qu'il faut éviter de dire compliqué. Alors, quel est le jeu? C'est très facile. Je vais me mettre à la place de Patricia, puisqu'elle est partie, elle surveille de loin. Il faut placer les 4 à l'intérieur sans qu'ils se chevauchent. Alors, je fais exprès de les chevaucher pour voir votre résistance dogmatique en disant, mais enfin, il fait exactement le contraire de ce qu'il est en train de dire à l'oral. Vous êtes d'accord? Alors, il y en a certains, donc ça, vous pouvez lever la main, qui peut résister assez longtemps pour ne pas toucher ça en l'ayant devant lui. Parce que dès que vous allez lever la main, je vais vers vous et je vous le donne devant. Et j'attends que vous ne le touchiez pas pendant 3 heures. Bon, d'accord. Alors, vous voyez que ça veut dire que vous êtes quand même des problème solvers. Vous voyez? Alors, la technique que j'emploie là, c'est une technique d'Ulysse, c'est facile. Oui, d'Ulysse. Vous voyez, quand il recherchait Achille, donc il l'avait transformé en femme, sur le plan vestimentaire. Donc lui, il était arrivé avec plein d'habits de femme, et dans les habits, il avait mis une épée. Voilà, donc il y avait toutes les femmes qui regardaient les habits, sauf une spéciale qui regardait que l'épée. Donc Ulysse lui a fait Achille. Vous voyez? Donc c'est un peu la technique que je vous ai fait là, c'est que je vous dis, je vais vous le montrer, je vais vous le laisser, et vous vous dites, non, non, mais moi ça ne m'intéresse pas, les puzzles, les énigmes, la résolution de problèmes, tout ça ne m'intéresse pas. Très bien, je peux vous poser devant vous, hein, et vous ne toucherez pas. Et vous ne partirez pas en disant, je n'ai même pas essayé. Alors on a deux phénomènes. Il y a les gens qui ne vont pas essayer, c'est très simple, on est dans la justice. Donc, il y en a qui vont dire, ce problème ne caractérise pas mon intelligence, je ne veux pas m'en occuper. D'accord? Est-ce qu'il y en a ici comme ça? Donc, je vous ai dit que je ne vais pas vous donner des exercices, hein, donc vous inquiétez pas, je ne vais pas le changer, pas ma plasticité habituelle, je ne vais pas vous faire des exercices juste après. Donc, vous connaissez des gens dans votre famille qui ne font jamais quelque chose s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir le terminer et de le faire. Hein, ils ne touchent pas, ils disent non, non, mais ça c'est pas bon. D'accord? C'est le renard avec les raisins. Puis il y a les autres, les gens qui aiment bien faire travailler leur cerveau, qui disent quand même je vais essayer. D'accord. Donc maintenant, deux phénomènes. Il y a ceux qui vont essayer de trouver et ceux qui ne vont pas trouver. Vous allez me dire, c'est pas incroyable. Et il y a des gens qui vont trouver rapidement, ça va être le phénomène AA, et ensuite on va leur dire, une fois qu'ils ont trouvé, il faut le faire de ce côté. Alors de ce côté, c'est plus épais, donc il y a moins de surface, et là, disons que la chance aide, pas là. Si vous faites l'erreur de passer directement par là, hein, pour aller à là, eh bien, si vous n'y arrivez pas et vous retournez et vous y arrivez, vous serez quand même déçu. D'accord? Vous savez, c'est quand on vous dit, est-ce que vous voulez que je vous dise une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle? Il y a des gens qui partent du point de vue stratégique, qui disent, oui, bah, dis-moi la mauvaise, puis je verrai la bonne. Et en fait, ils oublient l'aspect psychologique, c'est que si on vous dit une mauvaise nouvelle,
Après, même si on vous dit une bonne, c'est pourri. Okay. Et si on vous dit une bonne, après, même si on vous dit une mauvaise, ben, elle peut être tellement bonne que vraiment ça vous fait plaisir. Vous dites, bon, moi, c'est pas grave. Alors, si vous réfléchissez à ça quand vous choisissez bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est pas sûr, j'espère que vous le ferez dorénavant. Donc, je vais vous dire une bonne nouvelle. Vous préférez la mauvaise? Donc la bonne, on s'arrêtera à 17h00, quoi qu'il se passe. L'autre, c'est que c'est loin quand même. D'accord? Alors, donc, pourquoi je vous donne ce schéma? Eh bien, ça c'est l'appareil de justice. Quelquefois celui-là. Et ça, c'est les données de l'affaire. L'appareil de justice ne change pas. Hein. Les données de l'affaire, bah, c'est une affaire. Et puis la résolution, eh ben, c'est les experts. Parce que ensuite, l'affaire, dans la justice, va dire c'est rentré ou c'est pas rentré, c'est bon. Donc en fait, c'est celui qui certifie la résolution du problème. Patricia, attrape-le. C'est celui qui certifie la résolution du problème. Et ensuite, deuxième niveau, alors si vous voulez, là c'est le TGI, et là c'est la cour d'appel. Cassation, c'est différent, ça casse même les morceaux. Ça peut refaire tout. On refait tout. Bon. Alors, comme je sais que lui va résister, je le mets là. Vous pouvez le passer discrètement au voisin. Vous pouvez ne pas le travailler. Vous pouvez le toucher, ça ne compte pas. Pour l'instant, je vous donne un autre exemple. Donc, un peu moins formel, mais quand même un peu différent dans quel sens c'est facile à trouver. Là, vous avez 4 morceaux qui sont identiques, c'est celui-là. Alors, on fait un petit test pour ceux qui ont déjà suivi des conférences avec nous. Vous ne répondez pas, hein, vous pensez simplement, et moi je regarde avec votre tête. Alors, vous voyez combien d'angles droits? Ceux qui vont répondre, vous comprendrez ce qu'on dira de leur plasticité. Hein. Voilà, donc vous ne répondez pas. On en a 4 identiques et on en a un. Vous allez me dire pourquoi celui-là, je ne vous demande pas combien d'angles droits. Voilà. Alors, avec les 5, vous devez faire un carré. Alors là, vous voyez que l'analogie est un peu différente, parce que le carré n'est pas visible. L'autre, c'est un cadre. Donc vous avez un cadre clair. Là, le carré va être constitué par l'affaire. Donc, quand vous aurez résolu les 5, vous enlevez celui-là, et vous faites la même chose avec 4, et vous refaites un carré. On est d'accord? Quelqu'un n'a pas compris l'énoncé ou l'analogie? Alors, pourquoi cette analogie elle se fait? Pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont claires, c'est ça. Il y a des choses qui sont moins claires, c'est ça. La résolution est très claire, que vous allez le voir, dans les deux cas. Mais le problème, c'est le passage de l'un à l'autre. Alors, moi je continue, hein, je mets par là. Voilà, un dernier exemple. Dans celui-là, il se joue à 2. Alors c'est très simple, on a une autre politique du point de vue cérébral. Quand on joue à 2 un jeu qu'on ne connaît pas, on dit que si on perd, bah, c'est l'autre qui a le pot. Non? Et si on gagne, on dit qu'on est plus fort. Voilà, c'est asymétrique. Alors, vous avez ce tableau, c'est un hexagone. Ça pourrait être un jeu français. Hein. J'adore quand en France on dit se retrouver dans les 4 coins de l'hexagone. Chaque fois, je me demande si c'est vraiment une combinaison 4-6 et qu'on sous-entend ça, ou c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas que l'hexagone en a 6. Alors, vous avez donc ça, c'est très simple, hein, on est d'accord, et vous avez des élastiques. Alors, il y a 2 personnes qui jouent, 2 équipes, on peut jouer tout seul aussi. C'est pas comme un jeu de patience, hein, on peut même perdre tout seul. Et en fait, vous devez simplement relier 2 morceaux de bois, d'accord, par des élastiques, et quand vous en avez relié 3, il ne faut pas que votre triangle soit de la même couleur. Vous n'avez que 2 couleurs. Alors, je vous donne un exemple de compétence. Si je montre ça, il y en a parmi vous qui savent tout de suite combien est le maximum d'élastique que j'ai dans la main.
sans que je le montre. Il y en a qui vont attendre que je le montre. C'est les plus sages. Bon. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est que le maximum, on ne peut pas l'utiliser. Donc, ce ne sera pas 15, comme vous avez estimé. Ça sera 14. On va faire du 7-7. Parce que si on mettait 15, même si vous êtes très intelligent, il y aura toujours un triangle monochrome. Et ça, ce n'est pas de votre faute. C'est le théorème de Ramsey. Donc, quelle que soit la combinaison, de la façon que je vais lui donner, parce que je vois sinon il a du mal à rester éveillé. Voilà. Voilà. Vous voulez être jaune ou bleu? C'est vrai qu'il est plus jaune. Voilà. Alors, il va rester jaune. Et vous, bleu, vous en prenez 7 et 7, et vous jouez à tour de rôle. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, je vous le montre. Alors, donc ça s'appelle le jeu de Franck. Alors pourquoi? Parce qu'on se dit au départ, bah, c'est quand même assez simple de savoir si on va mettre un triangle ou pas. Hein. Bon. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que dans ce jeu, les premiers coups sont très faciles. Et ensuite, quand vous faites une erreur, et finalement vous avez un triangle monochrome, vous vous dites, bah, je vais revenir en arrière. Et puis vous vous rendez compte que vous revenez au début. Vous voyez? Vous faites une affaire, vous repérez une erreur, et vous dites, bon, non, mais ça vient d'ailleurs, ça vient d'ailleurs, et finalement, on vous a mal donné l'affaire dès le départ. Donc, en fait, tout le reste, c'était faux. Mais sans que vous puissiez savoir, parce que ça a été présenté de cette façon. Alors, je vous ai donné donc ces exemples pour vous dire, mesdames et messieurs, que c'est très difficile de penser qu'on est plus intelligent que ce qu'on pense. Oui, ça a l'air d'être autoréférent. Donc, alors, ce qu'on sait, du point de vue des sciences cognitives, c'est que notre cerveau est plus intelligent que ce qu'on pense, mais il est plus feignant que ce qu'on estime. Alors donc, c'est comme si vous demandez à un feignant de vous prouver qu'il est intelligent. Pas de peau. Donc si vous demandez à un scolaire de vous prouver qu'il est intelligent, il va vous prouver, même si c'est faux. Vous voyez? Alors, notre cerveau, contrairement à ce qu'on pense, c'est quand même un produit énergétique et il aime bien consommer peu d'énergie. Vous voyez, la plupart du temps, on vous dit c'est bien de vous dépenser sur le plan physique, etc. Si c'était bien, on le saurait. C'est pour ça qu'on vous le dit. Parce qu'évidemment, notre cerveau, dès le départ, il fait tout pour économiser. Pourquoi? Parce que dès qu'il naît, il fait un marathon. Parce que nous, on part du principe que c'est du 100 mètres. Donc il fait un marathon. Par exemple, Julie, elle a déjà 18 opérations chirurgicales. Pas mal quand même ça. Non? Qui c'est qui a mieux que 18? Voilà. Julie, sans appel, si j'ose dire ici. Alors, premièrement, donc je vais poser une série de questions. Vous allez voir dans quelle catégorie vous êtes. C'est bien de les noter. Si vous ne voulez pas les noter, je ne le verrai pas. Enfin, en tout cas, je ne vous le dirai pas. Et après, vous vous rappelez que dans ces 3 heures, vous allez découvrir votre personnalité dans différents domaines. Alors, par exemple, est-ce que vous préférez ne pas tomber ou pouvoir vous relever? En gros, je la fais plus chrétienne comme question. Est-ce que vous préférez être immortel ou avoir la possibilité de ressusciter? Alors, vous voyez, même dans les films, ils se trompent. Par exemple, ils disent celui-là, il est immortel, alors qu'ils nous expliquent qu'à chaque fois, il meurt et il renaît. Ben, c'est pas ça, immortel. Immortel, c'est celui qui ne meurt pas. Par exemple, pour un expert, ça pourrait être, est-ce que vous préférez faire une affaire sans aucune erreur, tout le temps, ou faire des erreurs que vous corrigez? Alors, je peux vous aider. Pour aller sur la Lune, vous vous rappelez, on a besoin de la mentalité newtonienne. Pour utiliser son GPS, on a besoin d'Einsteinienne. Donc ça allait être un paradoxe. Hein. C'est quand même vachement plus loin. Ouais, c'est vachement plus loin, mais avec quelques tirs de correction, etc., on finit par y arriver. On finit même par y revenir, même si on n'est pas arrivé. Apollo 13. Alors que pour le GPS, sans Einstein, ben, il peut vous localiser qu'à 12 km. Brillant. Donc en gros, vous dire que vous êtes là où vous estimez que vous êtes. Oui, c'était pas la peine de l'acheter. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que
c'est la même chose pour vous. C'est très facile d'étudier une autre personne. Par exemple, moi je vous regarde, hein, et je regarde par exemple comment vous tenez votre stylo, votre bague, est-ce que vous avez chaud, froid, comme je vois, votre montre, etc. Et puis des fois on me demande, mais toi, ah bah, moi j'avais oublié, j'avais pas mis de chaussures. Vous voyez, ça arrive. C'est comme les gens qui cherchent leurs lunettes. Elles sont là. Et ils veulent faire ça, juste ça. Hein. Mais ils ne pensent pas à faire ça et ils cherchent où elles sont. C'est normal. Il y a même mieux, il y en a qui les ont. D'accord? Ben ça, c'est pas de leur faute, c'est des techniques laser. C'est tellement léger, on ne sait même plus qu'on a des lunettes. Je ne parle pas des gens qui ont des lentilles. Donc en fait, l'auto-introspection est difficile. Pourquoi? Parce qu'on arrive bien à juger ce qui est à l'extérieur et on a du mal à juger ce qui est à l'intérieur. Alors quand on est dans le système de l'expertise, eh bien, on est tout le temps jugé en tant qu'expert, on est en train de juger l'affaire, de façon abstraite, et à la fin on nous dit est-ce qu'on est bon ou pas. Et celui qui nous dit on est bon ou pas, c'est quelqu'un qui n'est pas de notre domaine. Donc à la fin, vous n'êtes même pas content. Je vous donne un exemple. Vous êtes écrivain, enfin vous voulez être écrivain, vous écrivez votre premier livre, vous le faites lire à votre entourage, personne n'est écrivain, vous dites que c'est super bien. Donc c'est l'erreur à ne pas faire, parce que même si on vous dit que c'est super bien, ça ne sert à rien, puisque vous savez qu'ils sont hors compétence. Donc évidemment, après, c'est plus dangereux de demander à l'écrivain, est-ce que je suis écrivain? Ça a l'air d'être quand même vraiment vicieux, parce que vous demandez à quelqu'un d'extérieur de vous juger de façon extérieure pour vous parler de votre intérieur. C'est le manque d'assurance. Alors, le manque d'assurance en expertise, certains le voient que c'est négatif. En fait, le manque d'assurance, c'est la preuve que vous n'êtes pas dogmatique. Que si vous êtes sûr de tout, c'est simple, vous allez mourir sûr. Bon, évidemment, ce que je viens de dire, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que sinon ça sera autoréférent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes tout le temps sûr de vous, ça veut dire que vous ne faites jamais d'erreur. Ou vous êtes sûr que vous avez commis une erreur. C'est ça aussi. Il y en a qui sont comme ça. Alors, donc en fait, dans cette recherche, on s'est rendu compte assez rapidement, d'abord que la psychologie est difficile. Vous voyez? Alors vous allez me dire, la psychologie, l'étude de soi intérieure est difficile, déjà. Vous savez qu'on a plein de traditions, on a des religions, et puis on a essayé de faire ça de façon plus concrète. Alors on s'est dit, on va poser des questionnaires. Alors je vous donne un exemple de questionnaire. Par exemple, quand on fait des sondages sur le plan politique, c'est assez amusant, parce que si vous répondez de façon très positive tout le temps, eh bien on vire votre feuille. On considère que vous ne lisez pas les questions. Si vous êtes totalement négatif, pareil. On considère que vous ne faites pas attention à ça. Alors c'est assez drôle parce que c'est très difficile de virer quelqu'un qui répond de façon aléatoire. Bon, il faut déjà être tordu, hein. Il faut être déjà mathématicien pour dire tiens, je vais répondre de façon aléatoire et je vais voir si je suis dans les champignons. Bon, eh bien c'est assez difficile, mais sachez que dans le système de sondage, justement, on fait tout pour éviter ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des questions autoréférentes qui finalement vont confirmer que ce que vous pensiez 10 questions plus haut, c'est cohérent avec ce que vous pensez par la suite. Alors, là, on a aussi une autre caractéristique de l'expert, c'est ce qu'on appelle la cohérence interne. Alors, un expert qui n'est pas cohérent, c'est bien pire qu'un expert qui fait des erreurs. Parce que s'il fait des erreurs, il peut les repérer et les corriger. S'il n'est pas cohérent, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a plus aucun système de référence pour dire ça c'est vrai par rapport à ça qui est faux, etc. Alors, la cohérence interne, ça va être une caractéristique qui va vraiment nous préoccuper dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que on peut rapidement voir certaines données psychologiques. Par exemple, je vous ai montré 3 problèmes. Mais imaginons que je ne vous montre pas le problème, donc c'est un exemple classique qu'on fait. Je vous donne par exemple 10 minutes pour que vous estimiez si vous pouvez résoudre un problème en 5. Donc, il y en a parmi vous qui vont déjà s'énerver et juste qu'ils entendent 10 et après 5.
Si je vous disais, vous avez 10 minutes pour estimer si vous pouvez résoudre un problème en 1 heure, ça vous paraîtrait cohérent. Vous êtes d'accord? Oui, bah, ça reprend une estimation, je vais voir. Et maintenant, si je vous dis, est-ce que vous pouvez les résoudre avec un temps qui soit plus court que le temps de réflexion? Donc ça surprend. Alors pourquoi ça surprend? Parce que le premier problème, c'est un problème d'estimation, et le deuxième, c'est un problème de calcul. C'est très différent. Donc l'estimation, c'est en gros, vous allez dire, c'est faisable, et ensuite on va voir si c'est fait ou pas. Donc la deuxième partie est vraiment un coup près, mais là c'est assez intéressant de voir qu'on peut même augmenter la première partie et avoir déjà le phénomène de coup près. Parce qu'attention, hein, si vous dites ce n'est pas faisable et vous le résolvez dans 5 minutes, vous avez une incohérence interne entre l'estimateur et le calculateur. Vous allez me dire, mais on a cette capacité. Alors c'est très facile. Il faut vous rendre compte que notre cerveau, il est capable de faire beaucoup de choses à la fois, des fois trop. Donc ça fait un peu brouillon. Et pourtant, on croit plutôt que ce n'est pas assez. Alors si je vous disais que votre mauvaise estimation de votre niveau intellectuel provient plutôt du fait que votre cerveau fait trop de choses plutôt qu'il n'en fait pas assez. Alors ça vient de quoi? C'est-à-dire qu'en fait il fait trop de choses mais on n'arrive pas à hiérarchiser, c'est ce qui fait important. Il considère que tout est important parce qu'il n'y a pas de définition. Donc vous allez me dire, mais pourquoi on sait ça? Alors c'est facile, on a fait maintenant des études du point de vue intelligence artificielle, on a mis des ordinateurs à résoudre des problèmes. Alors au départ, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait toutes les règles. Et on disait, voilà, ce problème, il y a toutes ces règles, essayez de le trouver. Et puis après, on s'est rendu compte, c'est ce qu'on appelle une technique from scratch, on démarre avec tabula rasa, on ne sait rien. Et l'ordinateur ne sait même pas quand c'est qu'il gagne. Ça paraît surprenant, on est d'accord. Hein? Donc l'exemple super classique, vous vous rappelez, les plus âgés comme moi, le tennis, avec la balle sur l'écran. Et vous déplacez, vous courez. Alors, donc c'est assez intéressant, parce que ça, on pourrait même vous montrer une vidéo. Vous voyez par exemple l'ordinateur, il se déplace de façon aléatoire. Et puis la balle passe, il perd. Mais il ne sait pas, parce qu'on ne lui a pas dit que c'était ça la règle, donc il continue. Et au bout d'un moment, il se rend compte que s'il touche, ça dure plus longtemps. Bon, vous allez me dire, est-ce que ça c'est un critère? Il dit, apparemment, c'est pas terminé. Donc au bout d'un moment, il fait des choses qu'on ne lui a pas programmées. Donc par exemple, quand il doit s'attaquer à un mur de briques, il fait une intrusion pour créer un tunnel et taper par derrière. Donc personne ne lui a dit. La plupart des gens qui sont de bas niveau essaient de taper les briques. Et ils veulent certainement que la balle ne passe pas en dessous de leur barre. Mais en fait, les gens qui sont de plus haut niveau, ils visent une brique. Et ils continuent en profondeur. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, jusqu'à ce que ça rentre. Après, à partir du moment où c'est à l'intérieur, ça tape sans faire rien. Eh bien, ça, cette technique, les ordinateurs la découvrent sans qu'on leur donne les règles de gain. Alors, donc je vous donne un exemple de plasticité cérébrale pour un expert. Vous avez quelqu'un qui lui montre un problème et qui lui explique le problème et ils sont en train de jouer. D'accord? Il joue une partie et il lui explique. Voilà, c'est ça les règles. Et à la fin de l'explication, l'expert a gagné. Alors qu'il ne savait pas jouer. Ça vous semble comment ça? Ça semble quand même vraiment étonnant. Puisqu'à priori, c'est celui qui connaît qui explique les règles. Et en fait, finalement, on comprend que celui qui explique les règles ne connaît que la grammaire et pas le langage. Donc c'est pareil, imaginez que quelqu'un vous explique quelques règles grammaticales dans une langue qui est différente de la vôtre. Si vous êtes à l'aise, du point de vue linguistique, vous allez rapidement lui poser des questions qui vont le mettre en difficulté parce qu'il n'a pas l'habitude de répondre à ça. Si vous prenez n'importe quel locuteur, il y a toujours ce problème, si c'est dans sa langue, vous lui dites des questions classiques dans une langue étrangère, je n'ai jamais pensé que concordance des temps. Vous voyez? Alors, donc
dans cette catégorie, ce travail qui a été fait, d'abord, on a un travail de Jung. Alors, Jung est un très bon exemple, je dirais, à ne pas suivre, puisque c'était un élève de Freud, et dès qu'il est devenu d'un plus haut niveau, il a dit que Freud, c'était pas bon. Vous voyez? Bon, alors, évidemment, c'est le fait de tuer le père spirituel, bon, peu importe. Donc, il va influencer, en fait, deux femmes, Myers et Briggs, qui ne sont pas au départ psychologues, et qui vont dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des tests de personnalité? Alors attention, hein, je parle de tests de personnalité, ça veut dire que là on est rentré dans le domaine flou. Hein. La plupart des problèmes des tests de personnalité, c'est que même si vous le faites quelques heures après, vous pouvez ne pas avoir une stabilité de la réponse. Vous allez me dire, si c'est si instable, bah, c'est comme si vous essayez de trouver votre taille et vous bougez sans arrêt. Vous voyez? Donc on vous met là sur la toile, etc., mais vous bougez. Eh bien, il faut savoir, c'est un résultat mathématique, c'est même si vous bougez, on saura à peu près la taille que vous faites, avec un ordre de grandeur d'erreur pas si gros que ça, alors que vous dites au départ, bah, c'est infaisable. Ne vous dites pas de trouver de façon exacte. Alors c'est pareil, en fait, ceux qui s'intéressent aux tests de personnalité, alors je ne parle pas des tests idiots du genre, vous allez au boulot et on vous dit, vous devez travailler en équipe, on vous dit, est-ce que vous aimez les sports d'équipe? Et vous répondez non, le jeu d'échecs. Voilà, prenez pas beaucoup de points quand même. Hein. Voilà. Si vous répondez solitaire, c'est pire. Voilà. Mon jeu préféré, c'est le jeu de solitaire. Et j'aime gagner. Bon. Vous imaginez que ça démarre mal. Alors, je parle des questions qui sont à la limite tellement floues au départ que vous dites, mais c'est vraiment une vraie question. Alors, ce qu'il faut bien vous rendre compte, donc je vous montre les catégories, je vais peut-être les expliquer au fur et à mesure, mais ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que ce qui est important, c'est que les questions sont un peu floues en elles-mêmes, mais l'ensemble des questions n'est pas flou. Vous voyez la différence? Par exemple, vous pourriez avoir des questions très précises, mais quand vous les mettez ensemble pour trouver un résultat, ça ne donne rien. Donc le problème, c'est la cohérence de l'ensemble des questions plutôt que la question. Est-ce qu'une question peut être cohérente? Bien sûr qu'elle a une taux de cohérence, et si je vous pose deux questions qui ne sont pas cohérentes entre elles, et vous répondez aux deux de façon exacte, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ben, rien. Alors, rien en moyenne pour des gens qui sont intelligents, tout pour les autres. Donc, on dit, ben, il a répondu ça. Alors on le voit bien par exemple dans l'appareil de justice, tous les experts ont dû faire face à ça. Vous voyez quelque chose grâce à votre expertise et vous entendez des questions et vous dites c'est pas la bonne, c'est pas les questions que j'aurais posées moi. Il se perd. Alors, après ça se ramasse encore et vous dites c'est bon, les réponses sont bonnes. Oui, elles sont bonnes les réponses, mais les questions. Vous imaginez? Je vous donne un exemple ici concret. À la fin de ce séminaire, vous allez avoir un questionnaire. Patricia, là, un exemple de question. Tu sais le truc. Voilà, très bien. Voilà. Donc tout le monde reconnaît ça. Alors moi j'adore ce questionnaire. À chaque fois ça me fait réfléchir parce que là il y a un truc barré. C'est une nouveauté ça. C'est pas applicable. Moi c'est bien, c'est bien. Voilà. Pas de document. Voilà, très bien. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire pourquoi je ne remplis pas le 4? Parce qu'il a été barré. Ben après vous allez dire mais pourquoi il a été barré? Parce que apprécier les documents remis et les modalités pédagogiques. Donc il n'y aura pas de modalités pédagogiques et pas de documents remis. On est d'accord? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous lisez ça, c'est adapté à tout. Le problème, c'est qu'un questionnaire qui est adapté à tout, à la fin, c'est pas totalement adapté. Donc, on est obligé de faire, par exemple, d'enlever des choses et de dire, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, par exemple, je vous dis, ce module vous apportera-t-il une aide dans votre activité expertale? Alors, ça, c'est ce que j'adore cette question, puisqu'on est quand même dans le cadre des experts. On fait une formation d'experts. Et il y en a qui vont répondre, pas du tout. J'adore ça, je veux dire, c'est des trucs qu'on se dit,
S'il avait répondu au pif, il ne l'aurait pas eu. Il serait tombé à peu près dans un peu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vraiment, maintenant je fais de l'auto-cohérence par rapport à ça. Si vraiment ça, c'est le cadre de l'expertise, et on vous pose des questions, ça ne peut pas être hors contexte. Bon, il y a quand même des gens qui répondent que c'est hors contexte. Non? Non, on est là. Non, mais je sais bien, vous dépassez. Donc voilà. Alors, il y a par exemple ce que ce module vous a le plus apporté. C'est très bien ça, parce que ça c'est ouvert. Mais évidemment, c'est ouvert, fermé. Après, il y a des cases. Donc il n'y a pas un truc blanc en disant je vais répondre ce que je veux. Non, 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 non. Si, il y a les commentaires. Comment? Il y a les commentaires. Mais c'est après. Ne triche pas, ne triche pas. Le commentaire, c'est tout à la fin. Voilà. Non, à chaque question. Sur la première, il n'y a pas de commentaire. Ah, sur la première. mais ça, c'est Je vais me rouler, c'est lui qui le tape, j'en reviens pas. Moi aussi je t'aime, mais c'est pas écrit commentaire. Donc les commentaires arrivent à partir du 2. Alors pourquoi les commentaires arrivent à partir du 2, Patricia? Je ne sais pas. Mais moi je sais, parce que toutes les autres questions, c'est toujours oui, un peu, très bien, il faut bien un commentaire. Alors que les premières, vous allez répondre de nouvelles connaissances ou techniques, des outils opérationnels, confirmation de ce que vous savez déjà. On est d'accord? Donc là, on pourrait mettre commentaire, mais les autres c'est normal parce qu'il y a écrit oui beaucoup, oui un peu, très peu, pas du tout. Commentaire. Donc j'adore si c'est commentaire, si vous avez répondu pas du tout. Là ça sera surprenant. Alors le commentaire est quand même assez linéaire. D'accord? Donc c'est un tout petit commentaire qui est prévu. Il ne faut pas en faire trop. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas mettre leur nom à la fin. Bon, alors ils précisent tout, ce n'est pas moi. D'accord? Bon. Alors moi j'adore, parce que ça c'est vraiment des questionnaires normalement qui sont faits pour être conviviaux sur le plan psychologique. Mais ils sont eux-mêmes révélateurs de celui qui pose la question. Parce qu'en fait, on ne veut pas vous mettre à l'aise non plus. Je vous donne un exemple. Je vous donne la première question, une, et on vous donne 10 pages. La première question, commentaire, et après il y a un blanc comme ça, blanc, et après il y a la deuxième. Vous savez combien c'est dur de tourner la page sans avoir rien écrit? Alors que si une petite ligne avec quoi? Ça va prendre des notes, on va des grands pages. Ah bon, j'ai peur. Alors, vous imaginez par exemple, quel est le format que vous voulez pour que vous n'ayez pas à répondre? Il n'y a pas écrit commentaire. Vous aimez faire un petit commentaire, non? Ça dépend. Bon, alors des fois on remplit rapidement. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que là, en fait, on pourrait faire un test sur la façon que vous avez de remplir, indépendamment de ce que vous avez vu. D'abord, c'est à quelle vitesse vous le remplissez. C'est pas très révélateur. Ensuite, c'est est-ce qu'il y a des questions qui vous gênent? En disant, je sais pas moi. Je vous donne un exemple, c'est arrivé à l'université. Un vieux prof, il me dit, c'est à une certaine phase, voilà, cet étudiant, il a fait ça, et j'hésite. Ce que je vais lui mettre, je lui dis, t'hésites entre quoi et quoi? Il me dit, entre 4 et 20. Mettez sur 20. Bon, alors quand c'est en programmation et en mathématiques, on se dit, comment c'est possible? Alors, il me dit, voilà, alors en gros, il a fait plus de maths que ce que moi je demandais en informatique, et il en a fait tellement que la question en informatique était triviale. Donc il a mis réponse triviale et